c'est maintenant la fois de Jawdat Jabbour, qui est chargé de recherche au CNRS et qui a une bourse il a obtenu des bourses de recherche sur, en islamologie, et qui a différentes publications, une monographie qui s'appelle « De la matière à l'intellect, l'âme et la substance de l'homme dans l'œuvre d'Al-Farabi ». Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier le professeur Desroches de m'avoir invité à ce colloque et remercier toute l'organisation qui a été faite. Je voudrais d'abord rectifier une coquille. Donc, dans le titre, je parle des recueils abyssiniens, c'est bien ça. Donc, dans le catalogue de Ratoufi, c'est bien l'inventaire de Ratoufi, non pas le catalogue. Et ce travail que je présente est un travail, et les premières étapes d'un travail plus large que je suis en train de développer sur la réception d'Avicenne dans l'Empire ottoman, essentiellement jusqu'au XVIe, XVIIe siècle. Et de manière plus précise, je m'y intéresse à ce qu'on a tendance à nommer les œuvres mineures d'Avicenne, les opera minore, terme un peu général qui désigne très souvent, en somme, les épîtres d'Avicenne, qui sont petites, avec un nombre assez élevé, mais aussi des textes plus longs et plus consistants doctrinalement, tels que les Ta'aliqat, les Ayun al-Hikma, voire les Mubahasat. En somme, ce qui est souvent entendu par le corpus des œuvres mineures d'Avicenne, c'est presque toute l'œuvre de ce philosophe, hormis les traités les plus employés par la tradition philosophique et médicale, à savoir le Shifa, le Kitab al-Isharat wa Tanbihat, la Najat, et pour la médecine, le Canon. À cette répartition qui relève de l'histoire des textes vient s'adosser une caractéristique codicologique que je remarquais en examinant les manuscrits d'Istanbul. Ce que l'on qualifie généralement d'œuvres mineures, y compris certaines sommes philosophiques plutôt consistantes, a tendance à circuler dans des miscellanées ou sous la forme de recueils d'épîtres avicéniens, là où les 4 traités que j'ai distingués, le Shifa, les Isharat, le Najat et le Canon, ont tendance plus souvent à être copiés seuls. L'étude donc de ce corpus d'œuvres mineures permet d'adresser des questions qui sont à la croisée de la codicologie et de l'histoire de la philosophie, et qui pourraient permettre de mieux éclairer les phénomènes de circulation et de production des livres jusqu'au XVIe siècle. Je me retrouve ainsi en fait à la croisée en 3 chemins: l'histoire de la philosophie, donc pour ce qui concerne le devenir et l'avenir de l'œuvre d'Avicenne dans un nouveau contexte qui est celui de l'Empire ottoman, l'histoire intellectuelle ottomane, où là je me porte plus sur la question de la réception de cette œuvre dans cet espace, et ensuite l'histoire des livres, puisque cette question de la bibliothèque d'Avicenne, ou plutôt disons, du corpus avicénien à Istanbul, est en lien avec celle du scriptorium impérial, et aussi voit apparaître, mais je n'aurai pas le temps d'en parler aujourd'hui, la constitution d'un type particulier de recueil d'Avicenne, donc des recueils volumineux qui font plus de 150 textes, tous avicéniens, et qu'on ne retrouve qu'à Istanbul, et qui partagent donc des caractéristiques codicologiques similaires. Actuellement, les manuscrits sont essentiellement conservés dans 4 instituts istanbouliotes: la bibliothèque du musée du palais de Topkapı, la bibliothèque de l'université d'Istanbul, la Süleymaniye et la Millet Kütüphanesi. Mais un nombre important des manuscrits d'Avicenne présents à Istanbul actuellement est en fait issu de la bibliothèque impériale, au fil des legs et mis en waqf successifs à partir du XVIIIe siècle. C'est cette thèse que je souhaiterais montrer aujourd'hui, en prenant essentiellement appui sur l'inventaire des manuscrits de la bibliothèque réalisé réalisé à la demande de Bayazid II par son bibliothécaire principal, Hayreddin Atoufi, mort en 1541. Cet inventaire nous fournit une image de cette collection au début du XVIe siècle, donc de la collection impériale au début du XVIe siècle. Dans un premier temps, je vais présenter cet inventaire afin d'y relever la présence des textes avicéniens, avant ensuite de présenter la répartition de ces recueils dans les collections stambouliotes aujourd'hui. L'inventaire des livres conservés l'inventaire des livres conservés dans la bibliothèque du trésor Hazine du palais de Topkapı par le libraire impérial Atoufi a été commissionné par Bayazid II en 908-1502.
Le manuscrit, actuellement conservé dans la collection orientale de la bibliothèque de l'Académie hongroise des sciences sous la cote manuscrit Török F59, correspond à la version propre, Al-Tabid, rédigée par Ratoufi en 1503, 909 de l'Hégire. L'inventaire avait été découvert par Ismail Erunsal et il a fait l'objet en 2019 d'une étude détaillée avec publication en facsimilé et en translittération du document, publié sous la direction de Cemal Kafadar, Gülben Ecipoğlu et Konrad Fleisch. Comme je l'ai dit, cet inventaire nous donne ainsi une image précise de l'état de la bibliothèque impériale lors des règnes de Mehmed II et Bayazid II. Les volumes y sont répartis en 20 sections. Donc là, nous avons la section sur la philosophie, la logique, la dialectique et ce qui est nommé la sagesse islamique, mais qui va correspondre à une part de la philosophie. 20 sections thématiques organisent donc cet inventaire, dont l'une porte sur la philosophie. Chacune de ces sections a fait l'objet d'une étude d'été dans l'ouvrage de Kafadar et al. Et la section sur la philosophie avait été étudiée par Dimitri Goutas et par Khaled Rouaïeb. Dans cette étude, Dimitri Goutas essentiellement a noté l'importance de la place d'Avicenne dans la section philosophique, sans pour autant en fait voir ce que cette présence indique elle-même. Et c'est ce que j'essaie de faire ici. Donc, une précision un peu matérielle. Chaque volume est signalé dans l'inventaire d'une manière homogène, en suivant les règles formulées par Ratoufi dans la préface de l'inventaire, règles qui, selon Ratoufi, auraient été indiquées par Bayazid II lui-même. Chaque volume se voit attribuer, c'est le cas ici, comme vous le voyez, un libellé signalant l'intitulé de l'ouvrage, le nom de l'auteur et la discipline dont l'ouvrage relève. Dans le cas des miscellanées, le libellé peut présenter plusieurs intitulés, avec le cas échéant la mention d'épîtres supplémentaires, warasal ukhra. Le plus souvent, les recueils sont précédés de l'expression majmoua, ou se terminent par l'expression fi mujallad wahid. Ce même libellé, que l'on retrouve donc dans l'inventaire, a été reproduit souvent de manière quasiment exacte. On le verra dans un instant. Je pense qu'on peut déjà le voir. Voilà, effectivement. Il a été reproduit souvent de manière quasiment exacte sur la page de titre du manuscrit, ainsi que sur une étiquette collée sur le dos du volume. Là aussi, la préface de l'inventaire nous explique que cela a été fait à la demande de Bayazid II. Une discussion a lieu pour savoir est-ce qu'on est passé de l'inventaire au manuscrit ou plutôt de l'inverse, c'est-à-dire que Ratoufi aurait d'abord annoté les manuscrits et puis ensuite constitué son inventaire. À côté du libellé, ces manuscrits présentent à chaque fois le cachet de Bayazid II, le cachet donc, que l'on retrouve ici, au début et à la fin. Cette systématicité dans le traitement des volumes donne la possibilité de reconstituer aujourd'hui cette collection, et c'est ce que je fais donc là pour Avicenne. Si l'on se porte en effet sur la présence des manuscrits d'Avicenne dans cet inventaire, il nous faut apporter une précision qui n'est pas toujours aisée de reconnaître dans l'inventaire de Ratoufi les manuscrits comportant des épîtres d'Avicenne. Cela s'explique pour deux raisons principales. La première est que le document de Ratoufi est bel et bien un inventaire et non pas un catalogue. Son but premier n'est pas de dresser une liste complète des contenus de chaque volume, mais de le présenter de sorte à pouvoir l'identifier et le retrouver. Il n'est donc pas rare de retrouver des entrées dont le libellé est particulièrement vague. C'est ce que vous voyez par exemple ici, avec les deux derniers intitulés « Majmoua awwaluha nukush khawatim al-hukama » donc recueil qui débute avec les inscriptions des chatons, des bagues des sages, leur morale et leur assemblée, et puis Majmoua min rasail fil hikamiyat, recueil d'épîtres de sagesse. Donc, bien entendu, avec des intitulés de la sorte, il est difficile de savoir ce que le manuscrit contenait exactement. Le libellé peut donc être plus ou moins détaillé, mais il ne signalera jamais qu'un nombre très restreint d'œuvres, probablement ce qui, dans l'esprit de l'auteur de l'inventaire, suffisait à identifier l'objet comme tel, afin d'en assurer la communication. Donc ça, c'est pour la première raison des difficultés
auxquelles on fait face. La seconde raison est que les miscellanées contenant des ouvrages d'Avicenne peuvent se situer en dehors des sections philosophiques et médicales, soit parce que le texte d'Avicenne en question est identifié à une autre discipline, soit tout simplement parce que l'attribution du thème du volume s'est faite en s'appuyant non pas sur le texte d'Avicenne lui-même, mais sur un autre texte contenu dans le même recueil. Il ressort dans tous les cas que l'identification des volumes actuels avec les libellés de l'inventaire doit se faire nécessairement dans un double sens. Il faut partir d'abord de l'inventaire, donc faire un dépouillement de l'inventaire pour relever toutes les épîtres d'Avicenne, tous les volumes contenant de l'Avicenne qui sont signalés, mais aussi travailler dans le sens inverse, c'est-à-dire à partir des volumes actuellement conservés à Istanbul, retrouver les libellés qui sont trop généraux pour indiquer la présence d'un texte d'Avicenne et ensuite les rapporter à l'inventaire d'Aratoufi. Il y a bien entendu effectivement des cas où le libellé ne signale aucun texte d'Avicenne alors que le manuscrit en contient. Dans le dépouillement que j'établis jusque-là et qui est en cours d'être achevé, du moins en partant à partir de l'inventaire, on retrouve pour le moment 77 manuscrits d'Avicenne comprenant des œuvres mineures signalés dans ce document, dans l'inventaire d'Aratoufi. Parmi ces 77 manuscrits, 64 sont signalés comme étant des majmoua, c'est-à-dire que le genre de la majmoua, des miscellanées, est dominant dans cette production de manuscrits d'Avicenne. Ces entrées sont ensuite réparties, on les retrouve dans 6 sections de l'inventaire. Tout d'abord, l'inventaire des livres de tradition prophétique, d'Ahadith, tout simplement dans ce cas-là parce que le premier texte du manuscrit en fait, est un texte portant sur les Ahadith, donc aucun lien avec le thème du texte d'Avicenne lui-même. L'inventaire des livres de la science des principes de la religion, c'est-à-dire la science de la théologie, Tafsir Kutub al Usul al-Din et Ilm al-Kalam, l'inventaire des livres de mysticisme, l'inventaire des livres médicaux, l'inventaire des livres, et là nous avons une grande section, celle qui correspond un peu à la science naturelle appliquée, l'inventaire des livres de la science de l'interprétation des signes, de physiognomonie, d'alchimie, de la science des minéraux, de la science du Jafr, des arts merveilleux, des arts ingénieux et de la magie, et enfin la section sur la philosophie, inventaire des livres de sagesse islamique, des livres de dialectique, de logique et de sagesse philosophique. Avant d'aller outre dans la présentation de cette répartition, je dis un mot rapide sur les problèmes qu'elle pose. Le premier est commun à tout inventaire, et je l'ai déjà un peu mentionné, donc c'est un problème commun à tout inventaire ou catalogue qui répartit les livres de manière thématique, à savoir la perte en valeur de l'aspect pluriel des miscellanées. Comme vous l'avez vu, un manuscrit qui contient un certain nombre, par exemple, si on n'avait pas commencé par le manuscrit pour retrouver le texte d'Avicenne, je n'aurais pas pu identifier dans la section sur les Ahadith la présence d'un recueil avicénien. De la même manière, un manuscrit qui contiendrait un certain nombre d'œuvres mystiques sera inclus dans cette catégorie, quand bien même il contiendrait des traités qui n'en relèvent pas. C'est par exemple le cas d'un des volumes signalés dans l'inventaire des livres médicaux, où l'on a mention d'un ensemble qui aurait contenu un commentaire sur la Urjuz at-Tobiyya, donc un texte médical, mais aussi un commentaire sur une Urjuza de logique d'Avicenne, donc un texte de logique. Ce manuscrit aurait donc pu être autant rangé dans la section sur la philosophie que celle sur celle de la médecine, et Aratoufi, pour une raison ou une autre, a décidé de l'intégrer dans la médecine. Maintenant, si je reviens à la liste, donc à la répartition des manuscrits de l'inventaire, on relève de manière tout à fait naturelle que la section sur la philosophie est celle qui contient le plus de recueils, 45 manuscrits, suivie ensuite par la section sur la médecine, où on a 10 entrées, mais alors ces 10 entrées correspondent uniquement aux œuvres mineures, puisqu'à côté de ces 10 entrées, on a 16 entrées qui correspondent au canon, aux copies du canon, donc on aurait 26 manuscrits dans la médecine. Enfin, celle sur la mystique, avec 5 entrées différentes. Il n'est pas anodin que la mystique soit la discipline où l'on retrouve le plus d'exemplaires d'Avicenne après la philosophie et la médecine. Les travaux sur justement la réception mystique d'Avicenne dans l'Empire ottoman montrent de plus en plus cet aspect-là de la réception historique d'Avicenne. Les 5 volumes que l'on relève dans la section sur la mystique contiennent effectivement des textes d'Avicenne qui sont régulièrement ou souvent perçus comme relevant de la mystique ou bien de la pratique morale.
2 volumes contenaient ainsi le poème intitulé Al-Juman al-Ilahiyya. Un volume comprenait la pseudo-correspondance avec le mystique Abu Sa'id ibn Abil Khair. Un volume, enfin, comprenait l'exégèse de la Fatiha. Maintenant, si l'on se porte sur la section sur la philosophie, donc comme je l'avais dit auparavant, la section sur la philosophie est celle dans laquelle l'œuvre d'Avicenne est la plus présente, mais c'est aussi Avicenne est l'auteur le plus présent dans cette section-là. Dimitri Goutas avait relevé que 37 ouvrages différents d'Avicenne sont cités. Si l'on prend le deuxième auteur en termes de nombre d'ouvrages cités dans cet inventaire, As-Suhrawardi, on passe à 9 œuvres différentes. Donc on passe de 37 à 9, et le troisième auteur le plus présent est Ibn Kammouna avec 7 œuvres. Donc la présence d'Avicenne est sans commune mesure avec celle des autres philosophes dans cet ensemble. En termes de volume, ces 37 œuvres différentes se manifestent sous la forme de 91 volumes présents uniquement dans la section sur la philosophie. Donc 91 volumes qui contiennent aussi bien les œuvres mineures que justement plutôt les grandes sommes, le shifa, les isharat et ainsi de suite. Les 2 œuvres les plus représentées sont les 2 sommes philosophiques principales, Kitab al-Isharat wa Tanbihat avec 22 copies, suivies de près par la grande somme avicénienne du Shifa, dont on dénombre 21 copies dans l'inventaire. La forte présence de ces 2 traités se justifie par leur célébrité et leur image d'ouvrages fondamentaux pour saisir la philosophie d'Avicenne ou pour saisir plus proprement la nature de la falsafa. Ensuite, un deuxième ensemble est constitué par le Kitab al-Najat et le Daneshnameh, mais aussi les ta'liqat. Donc là, on fait face de nouveau à des sommes philosophiques plus courtes que celles qui ont précédé, mais et surtout que l'on peut trouver soit seules, soit copiées au sein de miscellanées. Enfin, un aspect assez intéressant, c'est que l'on retrouve, vous le voyez dans le document précédent, au moins 2 traités qui sont des épîtres plutôt courtes, Hay ben Yaqzan, qui est généralement signalé explicitement, mais aussi l'ensemble de lettres connues sous le nom de Al-Mabda' wal-Ma'ad, ce qui montre que ces 2 traités avaient une circulation autonome, ou du moins étaient distingués par leur importance au XVIe siècle. Maintenant, que reste-t-il aujourd'hui de ces manuscrits dans la bibliothèque du musée du Palais de Topkapi? Très peu de volumes, puisque le catalogue de Karatay permet d'identifier uniquement 15 recueils avicéniens toujours présents dans cette bibliothèque. Le nombre est petit, mais ce sont des recueils souvent impressionnants. Vous avez ici une reproduction du début du manuscrit A3447, qui est une immense somme de près de 200 épîtres d'Avicenne, et probablement, justement, je pense jusque-là, le recueil le plus volumineux d'œuvres d'Avicenne présent à Istanbul. Ce nombre en recul, donc 15 manuscrits uniquement, ce nombre en recul par rapport à l'inventaire de Ratoufi s'explique par la politique des sultans ottomans qui ont fourni en legs une partie des manuscrits de la bibliothèque impériale en différentes bibliothèques, waqf, qu'ils ont instaurées à travers le temps. De fait, c'est bien en fait dans les collections établies en waqf par les différents sultans que l'on va retrouver maintenant aujourd'hui ces manuscrits qui ne se retrouvent plus au palais de Topkapi. Ces bibliothèques sont plus précisément la collection d'Aya Sophia. Donc la bibliothèque d'Aya Sophia, établie en waqf en 1740 par Mahmoud Ier. La bibliothèque de Nour Osmanieh, établie en waqf en 1755. La nouvelle bibliothèque de Fatih, établie en waqf par Mahmoud Ier de nouveau en 1742. Hamidiyeh, établie en 1780 sous forme de waqf. Et Yeni Jami, établi en 1725 par Ahmed III sous forme de waqf. Le travail de collation que j'ai réalisé pour établir l'inventaire actuel se fait sur la base justement de cette correspondance entre les libellés. Donc ici, par exemple, vous avez le manuscrit, c'est le... excusez-moi, j'ai oublié la cote de l'image que vous avez, mais de toute manière, vous voyez ici, dans la colonne à votre droite, l'intitulé tel qu'il est présent dans l'inventaire, et dans la colonne à gauche, l'intitulé, le libellé tel qu'il est présent dans les manuscrits. Donc vous le voyez qu'à chaque fois,
il est exactement pareil. Là, vous avez la reproduction de plusieurs de ces libellés. Donc le plus souvent, on ne sait pas si c'est la main de Ratoufi lui-même ou si c'est celle de ses assistants, mais la main est assez souvent similaire. Donc actuellement, les manuscrits sont présents, je l'ai dit, à Topkapı avec 15 exemplaires, mais surtout à la Süleymaniye avec 52 exemplaires. Et au sein de la Süleymaniye, c'est la collection d'Aya Sofia qui en contient le plus, avec 31 copies que l'on réussit à identifier à travers l'inventaire. Le fonds d'Aya Sofia, établi donc en 1740, est celui qui est le plus hérité de recueils d'Avicenne provenant de la bibliothèque impériale. Parmi ces 31 manuscrits, tous, hormis 3, présentent le cachet de Bayazet II ainsi que le libellé. Les 3 autres ont dû entrer donc, dans la bibliothèque impériale entre 1503, date de l'inventaire, et 1730. En d'autres termes, on peut considérer à juste titre que Mahmoud Ier, donc le légataire qui est à l'origine de la fondation de la bibliothèque d'Aya Sofia, de la nouvelle bibliothèque de Fatih et aussi de manière indirecte de Nur Osmaniye, est à l'origine de la sortie des manuscrits d'Avicenne en dehors de la collection impériale à travers les waqfs qu'il a établis. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu'il y a une attitude particulière de Mahmoud Ier envers l'œuvre d'Avicenne, mais que c'est probablement plutôt un phénomène plus général touchant à la production, aux livres issus de la bibliothèque impériale. Il serait intéressant de se demander dans quelle mesure cette œuvre de diffusion dont il est à l'origine a contribué d'une part à modifier la bibliothèque impériale et d'autre part à modifier la scène de lecture stambouliote en enrichissant et variant les collections livresques des mosquées. C'est là un autre sujet que je ne traiterai pas, que je ne suis pas en mesure de traiter. Mais de ce que j'ai dit, on peut tirer quelques conclusions, et je terminerai par cela. D'abord, le fait que la bibliothèque impériale, et surtout sa collection du XVIe siècle, est à l'origine de près de la moitié des recueils avicéniens disponibles aujourd'hui à Istanbul. Deuxièmement, cet intérêt pour la copie des épîtres d'Avicenne apparaît et continue jusqu'au IXe, XVe siècle, avant de connaître une chute drastique à partir du XVIe siècle. Effectivement, dans les manuscrits qu'on a actuellement, on retrouve très peu de manuscrits issus, copiés après le XVIe ou le XVIIe siècle. Enfin, mais ça, je suis passé rapidement sur ce point, je ne l'ai pas mentionné, mais donc les copies actuellement présentes à Istanbul sont indépendantes du mouvement de renaissance safavide qu'on a souvent présenté comme étant à l'origine de la diffusion des écrits d'Avicenne. Donc ces copies indiquent la présence d'un phénomène, d'une autonomie du moins, d'une réception avicénienne à Istanbul qui se manifeste dès les années de formation de l'Empire ottoman au XVe siècle. Et je vous remercie pour votre patience.